Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau lundi du CEP. Alors il est tout juste 11h30, donc je pense que voilà, les personnes vont se connecter au fur et à mesure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, on va démarrer doucement avec les règles et consignes pour participer à ce webinaire. Vous avez donc sur la partie de droite un onglet qui s'intitule Questions, où vous allez pouvoir poser éventuellement les questions que vous pourriez avoir au fur et à mesure de notre présentation. On tâchera soit d'y répondre au fur et à mesure si elles sont bien adaptées au thème sur lequel on est, ou on y répondra au plus tard à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat et les questions si vous avez des questions. Vous aurez la possibilité aussi de faire remonter les questions qui vous semblent être intéressantes. Vous verrez, il y a un petit vote, et comme ça nous permettra de bien les voir, celles qui feraient l'unanimité dans notre audience du jour. Alors, les lundis du CEP, c'est une série de webinaires qui sont organisés par le réseau EVA et qui s'adressent aux salariés et aux indépendants. Ce sont des webinaires évidemment en ligne et 100% gratuits sur les thématiques de l'évolution professionnelle qui ont lieu donc tous les lundis. Donc vous avez la possibilité de voir le programme sur le lien qui est indiqué à monservice-cep.fr et vous verrez la programmation des prochains lundis du CEP, mais aussi la possibilité de voir en replay les précédents lundis du CEP. S'il y a des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas, vous pouvez voir ça en replay. Le thème d'aujourd'hui, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle et l'arrêt maladie. Donc, c'est un webinaire qu'on va co-animer avec le service social de l'assurance maladie pour vous présenter un peu nos différents services, nos offres de services et la complémentarité entre nos services au bénéfice des salariés et des indépendants qui seraient en arrêt maladie. Alors, pour co-animer ce webinaire, je suis en présence de Valérie Carteau. Valérie, je vous laisse vous présenter si vous voulez. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Valérie Carteau et je suis responsable régionale donc, du service social de l'assurance maladie en Centre-Ouest. Alors, Centre-Ouest, ça veut dire quoi? Ce sont les ex-Limousin et ex-Poitou-Charentes. Mais en principe, peu importe, ce dont je vais parler concerne toute l'assurance maladie, toute la sécurité sociale et pas seulement le Centre-Ouest. Donc, j'espère que ça intéressera même des personnes qui ne seraient pas forcément sur les départements sur lesquels mon service intervient. Mais voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous et à votre disposition. Merci énormément Valérie pour votre présence aujourd'hui. Donc moi je suis Alice Denmanivon, je suis manager de groupement pour le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine, donc l'opérateur du conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Et de la même manière, le service que je vous présente, il est valable pour toute la France. C'est un service évidemment qui est national. Donc toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui, même si elles arrivent plutôt du Grand Sud-Ouest, elles sont valables pour toute la France. Donc au programme de ce matin, une présentation du service conseil en évolution professionnelle, puis une présentation du service social de l'assurance maladie par Valérie, et puis deux exemples de parcours qui vont illustrer les collaborations possibles et les droits qui peuvent être ouverts aux personnes qui sont en arrêt. Eh bien, j'attaque sur la partie conseil en évolution professionnelle. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une mission de service public, déjà, ça c'est très important. C'est donc une mission qui est délivrée sur tout le territoire et dans les DROM également. Et donc, c'est un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, c'est un service qui est entièrement gratuit. C'est un service, bien sûr, qui est confidentiel. Donc, tout ce qui sera communiqué entre le conseiller et son bénéficiaire, évidemment, resteront dans le cadre de cet échange-là. On ne donne aucune information à l'extérieur. C'est un service qui est neutre,
qui est impartial et qui est accessible, ce qui veut dire que c'est un service qu'on va pouvoir retrouver dans énormément de lieux d'accueil partout en France. Et pour avoir toutes les informations, vous allez sur le site moncep.org et vous verrez tous les sites qui peuvent être disponibles. C'est un service qui est bien sûr impartial et neutre. On n'est pas là pour juger la qualité d'un projet ou l'état d'avancement d'un projet. Nous, on accepte tout le monde et on accompagne tout le monde, peu importe finalement l'état d'avancement et puis la qualité éventuelle du projet. On n'est pas là pour en juger, on est là pour vous apporter conseils et écoute. Alors, le CEP, c'est pour qui? Le CEP, en fait, c'est pour tout le monde. C'est un service qui a été inscrit dans la loi et qui va s'adresser à tout le monde. Simplement, en fonction de son statut, on va avoir des opérateurs qui seront différents. Donc, nous, le réseau EVA, on va accompagner spécifiquement tous les salariés du privé et les indépendants. Quand on dit les salariés du privé, ça va être peu importe finalement le temps de travail ou le volume. On va accompagner donc tous les salariés qui sont en CDI, tous les salariés qui sont CDD, on va accompagner les intérimaires, les apprentis. On va aussi accompagner les contractuels de la fonction publique. À partir du moment où la nature du contrat, c'est bien privé, c'est nous qui accompagnons. On va accompagner également les indépendants. Donc, derrière les indépendants, on va accompagner les artisans, les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs, bref, tous les actifs dits occupés. Et peu importe l'âge, le secteur d'activité de provenance, le statut ou encore le niveau de qualification, encore une fois, on accompagne tout le monde. Et là, aujourd'hui, la thématique, elle porte particulièrement sur les personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, on sait que parfois, on se retrouve dans une situation de pause, on est en soins, on est en arrêt, on a eu un accident du travail, bref, tout un tas de raisons. Donc, sachez que le réseau EVA peut vous accompagner à partir du moment où, initialement, la nature de votre contrat, c'était bien un contrat de droit privé et que vous êtes en arrêt de travail, pendant l'arrêt, vous pouvez être accompagné gratuitement au titre du conseil en évolution professionnelle. Et on va aussi accompagner les personnes qui ne sont plus salariées, mais qui ne sont pas non plus inscrites à Pôle emploi, donc qui sont entre les deux, mais qui sont toujours en arrêt finalement. C'est pour ça que les personnes ne peuvent pas s'inscrire à Pôle emploi. Pas de problème, le réseau EVA peut accompagner ces personnes-là sans difficulté. Et comme je l'indiquais, le CEP, c'est pour tout le monde. Donc ensuite, si on est cadre, qu'on a un statut cadre, on pourra être accompagné au titre du conseil en évolution professionnelle par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Si on est demandeur d'emploi, on peut bénéficier d'un CEP, il faudra le demander à Pôle emploi. Si on est un jeune de moins de 26 ans, on pourra bénéficier du CEP auprès de la mission locale. Et si on est en situation de handicap, on peut solliciter du CEP auprès des Cap emploi. Donc voilà, donc nous, réseau EVA, en tout cas, ça sera spécifiquement les salariés du privé et les indépendants, même en arrêt de travail et même non inscrits encore à Pôle emploi. Alors, quel est l'objectif du CEP? Le CEP, il va accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui va pouvoir, selon la situation, selon le besoin, viser l'évolution professionnelle, et ça c'est très large, mais spécifiquement viser le développement de compétences, viser la reconversion ou la transition professionnelle. Et bien souvent, on a tendance à associer le fait d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle à une reconversion radicale. Mais en fait, le CEP, c'est pas que ça. C'est aussi ça, mais pas que. On accompagne beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'elles souhaitent reprendre ou créer une entreprise. Et la crise sanitaire, la crise Covid, très clairement, est venue bousculer les trajectoires professionnelles et est venue remettre en question pour beaucoup de personnes qui se sont retrouvées un peu plus en télétravail ou confinées, à un moment donné, de se poser la question de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Et donc, on a accompagné beaucoup de personnes qui voulaient créer ou reprendre une entreprise. Le CEP peut accompagner aussi sur l'identification d'une certification professionnelle à valider. Et on peut aussi accompagner les personnes qui s'interrogent sur une mobilité interne ou externe. Et parfois, les gens viennent vers nous, pas parce qu'elles veulent quitter leur entreprise à tout prix, mais simplement parce qu'elles ont envie d'acquérir des nouvelles compétences et accéder à un nouveau poste, mais en interne, au sein même de leur entreprise. Donc, on peut intervenir sur toutes ces thématiques-là. Et on va pouvoir solliciter son conseiller en évolution professionnelle autant que de besoin pour n'importe quelle situation et à tout âge. Il faut vraiment avoir en tête qu'on peut avoir un besoin à un moment donné, solliciter son CEP, et puis finalement on avance, on construit un projet, puis on a encore besoin d'un appui. Pas de souci, le CEP, on peut le mobiliser, c'est toujours gratuit, autant de fois que de besoin.
Donc très clairement, parfois, on accueille des personnes qui ont juste besoin de faire le point sur leur situation professionnelle, qui sont en difficulté, qui s'ennuient un peu sur leur poste ou qui sont peut-être en conflit à l'intérieur de leur entreprise, qui ont besoin d'avoir un petit peu un regard extérieur et de prendre du recul. Eh bien, pas de souci, le CEP est là pour ça. Et c'est valable aussi pour les personnes qui sont en arrêt de travail, hein, qui ont peut-être connu une période où elles étaient en soins, où elles ont été vraiment concentrées plutôt sur les questions de santé. Et puis, à un moment donné, la situation de santé est en train de s'améliorer et il va falloir revenir soit sur son ancien poste, soit c'est pour différentes raisons, ça ne sera plus possible. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec son CEP pour essayer de réfléchir à la suite. Et puis, quand on est en CEP, on va pouvoir réfléchir à un projet de transition professionnelle, donc de reconversion, de formation, d'évolution en interne par différents moyens. On peut voir ça avec son CEP. Quand on prend rendez-vous avec son CEP, on va aussi pouvoir s'informer sur ses droits. Et ça, bien souvent, on se rend compte que quand on travaille depuis un certain temps dans une entreprise ou même qu'on a changé plusieurs fois d'entreprise, on ne se pose pas forcément la question de ce à quoi on peut avoir droit. Et pourtant, on cotise à plein de choses quand on est salarié et même quand on est indépendant. On cotise auprès de fonds d'assurance formation, on a droit à des choses. Et quand on fait appel à son CEP, ça permet aussi de savoir finalement à quoi on a droit. Et ça peut ensuite provoquer une démarche d'évolution professionnelle. Quand on fait appel à son CEP, on sait qu'on va aussi avoir vraiment un interlocuteur dédié qui va pouvoir appuyer, sécuriser toutes les démarches. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on accompagnait beaucoup de personnes sur la question de la création d'entreprise. Il y a quand même une part de risque qui peut être forte sur la création d'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un CEP. On va sécuriser toutes les démarches. On va vérifier ensemble qu'on fait tout dans le bon ordre, que la personne qui vient vers nous a bien pensé à faire une étude de marché. Est-ce que le financement va suivre derrière, etc. Donc, on sécurise ces démarches. Voilà pour la création d'entreprise, mais aussi pour un projet de formation. On va aussi aiguiller sur tout ce qui va toucher à la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Quand on travaille depuis un certain temps sur un poste, parfois on pourrait faire valider finalement un diplôme, une certification qui correspond plutôt à l'expérience qu'on a qu'au niveau de diplôme qu'on avait initialement. Donc on peut faire valider des diplômes de niveau supérieur en valorisant son expérience. Et quand on est accompagné par son CEP, on peut aussi s'informer sur des abondements qui peuvent exister dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation. Je pense que tout le monde connaît maintenant le compte personnel de formation. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on peut bénéficier d'abondements. Alors, quand on est demandeur d'emploi, Pôle emploi peut abonder le compte personnel de formation. Quand on est salarié, l'entreprise peut abonder. Ça peut faire l'objet d'une négociation. Et quand on est en arrêt de travail, on va aussi pouvoir bénéficier d'un abondement sous condition. Et ce sera un des exemples que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on va vous présenter avec Valérie. Mais il existe un abondement de l'assurance maladie quand on a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle et qu'on a une incapacité permanente d'au moins 10%. On peut bénéficier d'un abondement de 7 500 € dans son compte personnel de formation. Ou quand on a été exposé à des risques, on cumule des points qu'on appelait avant points pénibilité dans son compte professionnel de prévention. Ces points-là, on va pouvoir les convertir en euros qui vont venir s'alimenter, donc venir s'ajouter à l'argent qu'on a déjà dans le compte personnel de formation, dans le CPF. Et donc, on va pouvoir, en passant par son conseiller en évolution professionnelle, faire cette manipulation pour convertir les points pénibilité en euros. Un point pénibilité, c'est 350 €. Donc, quand on a un projet de formation, ça peut être très utile de mobiliser ce type d'abondement. Et ça fait partie des choses qu'on ne sait pas toujours. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec son CEP qui pourra donner toutes ces informations sur ces abondements-là. Alors, un accompagnement CEP, comment ça se passe? Alors, c'est toujours individuel, c'est toujours personnalisé. On commence par prendre un rendez-vous. Donc, c'est une phase qu'on appelle une phase d'aiguillage où on va vérifier que la personne qui nous appelle, elle est bien éligible au service, elle est bien salariée en contrat de droit privé, où elle est bien indépendante, elle n'est pas accompagnée par ailleurs par un autre opérateur du conseil en évolution professionnelle. Et on va proposer un rendez-vous sous 10 jours pour un premier entretien, un premier accueil individualisé, un rendez-vous qui va durer 1h30. Et dans ce premier rendez-vous d'1h30, on va vraiment pouvoir mettre à plat la situation,
donner un premier niveau d'information, répondre aux questions qu'on se pose et peut-être amorcer un deuxième niveau d'accompagnement qui, lui, durera entre 6 et 18 mois. Donc, un premier accueil individualisé qui se passe donc sur généralement un rendez-vous d'1h30, mais ça peut être plusieurs rendez-vous si c'est ça qui est nécessaire. Hein. Et puis, un second niveau d'accompagnement si c'est demandé par la personne, c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, on sait qu'on va forcément s'adapter, le conseiller va s'adapter aux besoins de la personne, à l'état d'avancement de son projet, encore une fois, et puis aussi à sa disponibilité. Les rendez-vous vont pouvoir se prendre soit en présentiel, donc si la personne souhaite être reçue physiquement dans un bureau, mais on propose aussi beaucoup de rendez-vous en distanciel. Hein. En fait, c'est la personne qui choisit la modalité qui lui convient le mieux. Aujourd'hui, on a bien vu que le distanciel, ça fonctionnait quand même pas mal. Quand on s'est tous retrouvés confinés, on n'a pas eu le choix. Donc, on voit bien que ça peut être pratique, ça permet de gagner du temps de trajet, on peut prendre le rendez-vous sur sa pause déjeuner ou en fin de journée. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui préfèrent être reçues physiquement, ce n'est pas un souci, on peut le faire. Par la suite, on vous laissera toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous avec le service social de l'assurance maladie, mais aussi avec le CEP. Hein. Vous aurez tout sur la dernière slide. Mais là, du coup, je laisse Valérie présenter l'offre de service du service social de l'assurance maladie. À vous, Valérie. Merci, Alice. Alors, effectivement, je vais vous présenter ce que peut faire le service social de l'assurance maladie dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? On pourrait un peu se poser la question, mais Alice l'a dit en quelques mots. Lorsqu'il y a un problème de santé, on peut effectivement s'interroger sur l'adéquation, hein, à ce que ça correspond bien, à ce que mon état de santé et mon emploi sont bien corrélés et vont bien ensemble. Et c'est cette question-là qui peut se poser effectivement. Et le service social de l'assurance maladie, peut-être ignoriez-vous qu'il y a des assistantes sociales auprès des caisses primaires d'assurance maladie. Hein, les CPAM prévoient effectivement un service social. Et une des offres, un des services que rend le service social de l'assurance maladie, c'est pour les personnes qui sont en arrêt de travail. Alors, on peut être en arrêt de travail pour maladie ou pour accident de travail, eh bien, auprès de ces personnes-là, on va intervenir dans un domaine que l'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est un drôle de terme. Hein. En fait, notre but, c'est bien d'éviter qu'une personne ne perde son emploi du fait d'un problème de santé. Donc, le service social a vocation à rencontrer les personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, là, je vous parle du régime général, mais c'est vrai aussi côté MSA et agricole. Hein. Donc, une personne qui est en arrêt de travail et qui commence à s'interroger sur son avenir professionnel, sa place professionnelle, que cette personne soit salariée ou indépendante. Donc, ça nous permet, hein, et c'est notre objectif, hein, de détecter les personnes qui pourraient être confrontées à ce type de difficultés, puis ensuite de les accompagner durant l'arrêt de travail. Un arrêt de travail, en principe, ça sert à quoi? Ça sert à se soigner. Hein. Je vais voir mon médecin traitant ou mon spécialiste et il me donne un arrêt de travail. Il me prescrit un arrêt de travail et pendant cette période, je vais percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale et je vais me soigner. Mais la loi s'est dit que pendant ce temps-là, il fallait préparer, et le plus en amont possible, eh bien, un retour à l'emploi, un retour auprès de mon travail. Hein. Voilà, et donc, c'est bien l'objet hein, de cette activité du service social de l'assurance maladie, accompagner, alors qui tout assuré, hein, peu importe, à partir du moment où il a un arrêt de travail, où il a une indemnisation de la part de l'assurance maladie et qu'il a une activité professionnelle, c'est-à-dire soit une activité parce qu'il est travailleur indépendant, soit un contrat de travail. Et notre souhait, c'est vraiment de prévenir le risque d'inaptitude, que, in fine, à la fin de l'arrêt de travail, on se rende compte que mon état de santé n'est plus compatible avec mon travail. Eh bien, ça, il faut l'anticiper. Comment? Eh bien, par ce que nous appelons un accompagnement psychosocial. Ça veut dire quoi? C'est un accompagnement où on va aider la personne, le salarié ou l'indépendant qui est en arrêt de travail, qui a un problème de santé. Eh bien, on va l'aider d'abord à
se projeter dans son avenir professionnel, hein, voir où il en est, comment était son activité professionnelle, son emploi, sa dynamique personnelle, et puis bien comprendre où est-ce qu'il en est, parce que c'est assez compliqué. Déjà, on a un problème de santé, et en plus, eh bien, généralement, on se pose 1000 questions. Et c'est là que intervient le service social pour bien comprendre où on en est, les différents interlocuteurs. On me parle de ça, mon médecin m'a parlé de notre médecin, médecin du travail, mais je vois pas pourquoi, puisque je travaille pas. Ma voisine me dit que j'ai peut-être droit à une allocation. Mon époux me dit que je peux rester en arrêt de travail toute ma vie. Toutes ces questions-là, on se les pose, il y a de l'angoisse, et puis il y a surtout un problème de santé. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour se préparer au mieux et se préparer son retour vers l'emploi? Alors, quand je dis vers l'emploi, ça peut être à la fois vers mon ancien métier, dans mon ancienne entreprise, ou peut-être plus largement vers l'emploi, c'est-à-dire vers un autre type peut-être d'activité qui peut être dans la même entreprise ou pas, etc. Toutes ces questions-là, eh bien, le service social va aider, soutenir dans la réflexion. Donc, pourquoi une assistante sociale? D'abord, il faut bien se le redire, une assistante sociale, qu'est-ce que c'est? C'est soumis au secret professionnel. Donc, Alice vous l'a dit pour le CEP, c'est pareil pour nous. On ne va pas aller raconter à l'employeur, au voisin ou même au conjoint ce qui s'est dit durant l'entretien. C'est un point important. Et puis, on a vocation à faire un tour complet de la situation, hein. Bien sûr, on va parler santé, on va parler emploi, mais on peut aussi parler finance, impact budgétaire, impact familial. On va essayer d'avoir une vision vraiment complète de la situation avec l'assuré, avec le salarié qui est en difficulté. Puis ensuite, le service social n'intervient jamais seul. Il est là tout seul à écouter, à essayer de comprendre, à essayer de reformuler, mais il travaille avec un réseau de professionnels. Et ben aujourd'hui, c'est un bon exemple. On travaille, par exemple, avec le réseau EVA qui fait des conseils en évolution professionnelle. Voilà. On a beaucoup de partenaires. On va être aussi là un peu au centre pour aider cet assuré, vous-même peut-être, qui êtes confronté à un problème de santé, à vous repérer. Hein, puisque c'est ça l'idée, puis à vous orienter si besoin. Voilà. C'est bien évidemment là aussi un accompagnement individuel, individualisé, complètement adapté. Hein, et puis, on va essayer de mobiliser des outils, soit les outils qui sont ouverts à tous, soit des outils, des dispositifs qui sont propres à l'assurance maladie. Un des points importants, souvent, où il y a beaucoup de questions et où c'est difficile parfois de se repérer, c'est tous ces médecins qui sont autour de vous. On a un problème de santé. Généralement, on a un médecin traitant. Hein. Pour le médecin traitant, c'est le référent de votre parcours de soins. Alors, même s'il y a aussi un médecin généraliste qui peut avoir pris un peu le leadership là, sur votre problème de santé, ça arrive, hein, c'est lui qui va un peu coordonner. Revenez toujours vers votre médecin traitant, c'est lui qui va avoir une vision un peu plus globale de votre santé et de votre parcours. Ça, on le connaît bien, le médecin traitant, c'est ce qu'on appelait le médecin de famille, etc. Ça, c'est assez simple dans la tête de chacun. Ce qui est parfois un peu plus compliqué, c'est le rôle du médecin conseil de l'assurance maladie. Certains disent encore le médecin contrôleur. Alors, c'est plus tout à fait son rôle, c'est le médecin conseil. Il va apporter du conseil aux salariés, mais aussi aux médecins. Alors, qu'est-ce qui nous importe là? Alors, il a plusieurs rôles, le médecin conseil, mais là, aujourd'hui, quel est son rôle qui va vraiment nous intéresser, nous impacter? Eh bien, c'est lui, c'est le médecin conseil, c'est son rôle qui va juger si votre état de santé justifie encore la prolongation d'un arrêt de travail. Alors, comment est-ce qu'il juge ça, hein? Parfois, je vois des gens qui viennent rencontrer le médecin conseil avec des piles de radio, des piles d'examens. Ce n'est pas tellement ça, en fait, ce qu'il va voir. Ce qu'il va voir, le médecin conseil, il va juger si
oui ou non, il y a encore du soin. C'est-à-dire, est-ce que la thérapeutique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a encore une chance d'améliorer votre état de santé? Malheureusement, parfois, il n'y a que le temps. Hein, il faut attendre. Ou alors, et c'est encore le plus souvent, eh ben, désormais, monsieur, oui, votre problème de santé, vous allez l'avoir toute votre vie. Imaginons que malheureusement, je me sois fait amputer, par exemple, d'un doigt. Ben, voilà, au bout d'un moment, malheureusement, ce problème de santé, c'en est un, hein, cette incapacité, eh bien, vous allez la garder toute votre vie. Pour autant, l'arrêt de travail va prendre fin. Et c'est ça le rôle du médecin conseil. Alors, bien sûr, votre médecin traitant peut mettre fin aussi à votre arrêt de travail, mais plus souvent, c'est le médecin conseil qui va dire, là, aujourd'hui, eh bien, votre état de santé est stable, stabilisé. Il n'y aura pas d'amélioration si ce n'est le temps. Hein, voilà. Les actions thérapeutiques ont pris fin. Il peut y avoir le maintien d'un traitement, mais peut-être au long terme. Malheureusement, le maintien d'incapacité, le maintien de douleur, mais là, c'est du long terme. Et donc, c'est lui qui va justifier, d'un point de vue vraiment médical, hein, voilà, si l'arrêt de travail peut perturber, continuer, hein, ou bien est-ce que cet arrêt de travail doit prendre fin. Voilà. Et quand il prend fin, eh bien, il va se prononcer sur votre reprise d'activité. C'est-à-dire qu'il va mettre fin à l'indemnité de la sécurité sociale. Et il va vous renvoyer vers votre emploi. Et là, certains vont pouvoir dire, mais moi, dans mon emploi, avec mon problème de santé, je ne peux plus le reprendre, je ne peux pas tenir mon emploi. Eh bien, ça, ce n'est pas le médecin conseil de l'assurance maladie, c'est bien le médecin du travail. Parce que le médecin du travail, lui, il connaît votre entreprise, il est même censé connaître votre poste de travail, et c'est bien ce lien-là qu'il doit faire, le médecin du travail, le lien entre un état de santé et une activité professionnelle. Et ce qu'il va regarder, c'est vérifier si c'est compatible, vérifier que l'état de santé de l'assuré est bien compatible avec son activité, son poste de travail. Il va regarder la conjonction des deux. Voilà en quelques mots. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas le médecin conseil qui regarde si votre emploi très précis est compatible avec votre état de santé. Lui, le médecin conseil, il regarde est-ce qu'il y a encore du soin ou plus du soin. Par contre, le médecin du travail, lui, il va regarder et lui, il est censé étudier ça. Mais c'est bien la question du jour, c'est de se dire que si j'attends la fin de mon arrêt de travail, c'est-à-dire que le médecin conseil se soit prononcé sur la fin de mon arrêt de travail, si j'ai rien anticipé, eh bien, je vais me retrouver avec mon médecin du travail, on va dire, ah ben non, mon emploi, je ne peux plus le faire à cause de mon problème de santé. Si on n'a rien anticipé, c'est le risque. Et le risque, c'est de perdre son emploi parce qu'on n'a pas anticipé. Et c'est vraiment ce qu'on vous propose, ce que propose le service social, c'est avec vous d'anticiper durant l'arrêt de travail, qu'est-ce qu'on pourra faire pour que lorsque l'arrêt de travail prendra fin, parce qu'à un moment il prendra fin, que la question de l'emploi ait déjà été abordée. J'avance. Un des moyens pour vérifier justement cette adéquation entre un état de santé et une activité professionnelle, un des moyens très importants, c'est ce que l'on appelle la visite de pré-reprise. Qui c'est qui l'a fait? C'est le médecin traitant. Donc, un médecin traitant qui va pas le médecin traitant, j'ai dit médecin, pas le médecin traitant, c'est bien sûr le médecin du travail. C'est lui qui va pouvoir vous recevoir pendant l'arrêt de travail, et ça c'est important, pendant l'arrêt de travail. Vous n'avez pas encore repris, vous touchez encore vos indemnités journalières de la sécurité sociale, et pourtant vous avez le droit, voire je vous le conseille fortement, d'aller voir votre médecin du travail. Le médecin du travail, il va pouvoir, vous allez pouvoir l'alerter, lui dire « Je suis encore en arrêt de travail là aujourd'hui, ça va encore durer parce que j'ai encore du soin. Pour autant, je vois bien que le métier, ce que je faisais, mon poste de travail de façon très, très concrète, je vais avoir du mal, voire peut-être c'est même impossible à reprendre. » Eh bien, c'est avec le médecin du travail que vous allez pouvoir prévoir les mesures d'adaptation du poste, d'adaptation peut-être du temps de travail, peut-être d'adaptation des modalités de réalisation très concrètes de votre métier. C'est avec lui que vous allez pouvoir, en tout cas, commencer à
l'alerter et donc alerter aussi votre employeur parce que c'est le médecin du travail qui va pouvoir alerter votre employeur, voire le médecin conseil de la sécurité sociale pour que ensemble prévoir et commencer à prévoir votre retour dans les meilleures conditions possibles. Cette visite de pré-reprise, elle est tellement importante. Sachez que une loi vient de passer de façon assez récente et elle a confirmé le choix, l'importance de cette visite de pré-reprise et elle a même prévu qu'il y ait la possibilité d'un nouveau type de rendez-vous qui ressemble très fortement à la visite de pré-reprise et qui s'appelle en fait le rendez-vous de liaison et qui va se faire avec la médecine du travail et l'employeur et bien évidemment le salarié qui est en arrêt. Ça, c'est complètement nouveau, hein. Ça va se mettre en place petit à petit. Mais vous voyez bien, l'idée, c'est d'anticiper. Et c'est un mot qu'on va vous dire, vous redire. Même si je suis en arrêt de travail, même si pour l'instant je suis en soins, c'est très important de commencer à penser à mon avenir professionnel au regard de ce nouvel élément qui est la dégradation ou la modification, en tout cas, de mon état de santé. Donc, visite de pré-reprise. Qui c'est qui peut la demander? C'est, eh bien, vous, l'assuré. Et c'est même à vous de la solliciter. Alors, le médecin traitant peut le faire, le médecin conseil aussi, hein. L'idée, c'est de se rapprocher de son service de santé au travail, qui lui aussi, avec cette même loi, va changer de nom. Et de SST, service de santé au travail, va s'appeler service de prévention et de santé au travail. Et on voit bien dans ce terme de prévention qu'il s'agit aussi à la fois de prévenir que les problèmes de santé n'arrivent, mais s'il est là, c'est de prévenir une éventuelle inadéquation entre un poste de travail et un état de santé. Donc, première chose à faire, et tout le monde vous le conseillera, le service social en premier lieu, eh bien, il va falloir faire cette visite de pré-reprise pour travailler et préparer le terrain. En quelque sorte, c'est ça. On prépare le terrain. Alors, un autre mot bizarre, une cellule locale. C'est un terme un peu particulier, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service social de l'assurance maladie, donc je vous l'ai dit, qui va être un peu le coordonnateur, qui va vous accompagner, être avec vous à chaque étape, eh bien, il va pouvoir, et ça c'est important, proposer des choses pendant cet arrêt de travail. Je vous l'ai dit, le médecin conseil vous le confirme, un arrêt de travail, c'est fait pour se soigner. Certes, mais pendant ce temps-là, on peut en profiter pour faire des choses et surtout, encore une fois, pour anticiper. C'est-à-dire que pendant cet arrêt, vous aurez la possibilité, on y reviendra beaucoup tout à l'heure de façon encore plus approfondie, mais vous allez avoir la possibilité de faire des choses, se soigner, c'est sûr, mais aussi d'anticiper en faisant tout un tas de choses possibles, mais qu'il faut travailler, on va les lister après, et ce que l'on appelle des actions de remobilisation. C'est-à-dire profiter de ce temps, l'arrêt de travail, pour par exemple faire un CEP, Alice vous l'a dit tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'autres choses, par exemple se former. Et ça, c'est une grande nouveauté. On peut désormais se former pendant un arrêt de travail. Je n'ai pas dit qu'on se mettait en arrêt de travail pour se former, mais bien pendant l'arrêt de travail, pendant que je suis en soins, essayer de chercher ce qui pourrait permettre que je reprenne mon emploi dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, vous voyez bien, c'est une exception, hein, c'est l'exception à la règle, c'est-à-dire chercher à faire et à se remobiliser, à se former ou à avoir des actions de recherche, etc. Eh bien, ce temps-là, il faut quand même un accord, il faut un accord de l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'assurance maladie, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois la partie qui paye les indemnités journalières, à la fois la partie du médecin conseil, c'est-à-dire qui médicalement va vérifier la validité du projet, et le service social de l'assurance maladie, on va se réunir et on va étudier pour Monsieur Dupont ou Madame Durand, est-ce que pour cette personne, ce serait intéressant et bénéfique
qu'il puisse ou qu'elle puisse, pendant son arrêt de travail, bien sûr se soigner, mais aussi se former, mais aussi faire un bilan, mais aussi aller faire un test d'un nouveau métier, mais aussi aller tester une nouvelle formation, une nouvelle activité qu'elle n'avait jamais fait, une adaptation de son poste de travail, etc. Donc ça, cette réunion de l'assurance maladie qui va donner un accord pour que pendant un arrêt de travail, on aille faire des choses pour préparer sa reprise et son avenir professionnel. Voilà à quoi sert cette cellule. Alors, chacun, donc comme je vous ai dit, on va se retrouver. Donc, l'assuré, alors l'assuré n'est pas présent, mais l'assuré aura rempli un document, pas tout seul, aidé avec le service social, pour expliquer où est-ce qu'il en est et quel est le type d'action qu'il aimerait mener. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, la caisse primaire va vérifier les indemnités journalières. Le service médical va vérifier que la durée, par exemple, si c'était une formation, une personne veut se former pendant son arrêt de travail, on va vérifier que c'est compatible, que la durée est compatible avec la durée de l'arrêt, etc. C'est le médecin de conseil qui va le faire. Et puis le service social, l'assistante sociale, comme je vous l'ai dit, qui, elle, aura rencontré le salarié et pourra expliquer en quoi c'est important, c'est bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est en arrêt ? On a listé, on a appelé ça les leviers de la remobilisation. Bon. Vous voyez bien, on peut faire tout un tas de choses pendant qu'on est en arrêt de travail. On peut faire, on l'a mis en premier, bénéficier d'un accompagnement CEP, Conseil en évolution professionnelle. On est là pour ça aujourd'hui. Mais vous voyez bien, on a été pas tout à fait exhaustif, mais enfin, on est allé au-delà du CEP. On peut faire tout un tas de choses. On peut faire de la formation, je vous l'ai dit, on peut faire un bilan de compétences, on peut essayer de réfléchir comment est-ce que je pourrais reprendre à temps partiel thérapeutique, comment je pourrais par exemple faire un essai encadré, on y reviendra, à quoi ça sert, comment ça marche. On peut aussi repenser son orientation professionnelle. Il y a des organismes comme des préos, des préorientations en centre de reclassement par exemple qui peuvent aider. On a aussi des dispositifs d'emploi adaptés en fonction du type de handicap. On peut, par exemple, aussi faire des essais, des périodes d'essais de mise en situation professionnelle, PMSMP. On peut aller aussi consulter des conseillers qui pourraient faire un bilan global des capacités physiques, etc. Vous voyez, on peut faire des choses pendant l'arrêt et l'idée, c'est bien ça, c'est de déjà amorcer la réflexion de qu'est-ce qui va être possible pour préparer ma reprise. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation très claire, très bien illustrée. On a une petite vidéo qu'on voulait vous montrer d'une bénéficiaire en Nouvelle-Aquitaine qui est passée par nos deux services. Je te laisse la diffuser, Marlène. Une petite vidéo. Alors un jour, je suis arrivée à mon poste de travail. Donc je me suis installée comme tous les jours. Et là, premier appel téléphonique, je ne pouvais plus décrocher le téléphone. Et je pense que là, ça a été un déclic pour moi en me disant « stop, je ne peux plus ». Je m'appelle Nathalie Gruber. J'ai exercé en tant que téléconseillère dans plusieurs entreprises et en 2019, j'ai fait un burn-out. J'ai rencontré une assistante sociale de la CARSAT qui, au vu de cette situation, m'a dit peut-être qu'il faudrait que vous rencontriez un conseiller en évolution professionnelle, en sachant que c'est gratuit et qu'il n'y a aucune obligation de votre part. J'ai donc eu mon premier rendez-vous avec Déborah. Donc suite à cet état des lieux partagé, j'ai pris contact avec plusieurs organismes de formation. J'ai commencé le bilan de compétences, tout s'est bien passé puisqu'elle m'a fait plusieurs propositions, dont une que j'ai retenue, faire la formation de conseiller en insertion professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle m'a permis de reprendre confiance en moi, d'être actrice de mon parcours et de m'accompagner tout au long de ce parcours. C'est une relation de confiance qui se crée entre l'un et l'autre sans jugement.
Les 3 mots-clés que je peux dire dans le suivi qui a été fait par ma conseillère en évolution professionnelle sont son humanité, son professionnalisme et sa disponibilité. Aujourd'hui, si j'ai un message à dire, là, à donner et à faire entendre, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Surtout, voilà, lancez-vous. Voilà une belle illustration de collaboration. On l'a bien dit, il faut anticiper et c'était vraiment le cas de Nathalie qui se retrouve en burn-out tout à coup, se dit je peux plus continuer comme ça. Elle passe par la CARSAT, la cellule dont on a parlé, le service qui va traiter avec elle tout un tas de problématiques de sa situation à ce moment-là. Et pour la question du projet, elle a renvoyé vers le conseil en évolution professionnelle. Et chacun reste comme ça bien dans son domaine de compétences, mais on travaille tous ensemble dans l'intérêt du bénéficiaire. Et on a d'autres exemples comme ça, alors qui ne sont pas filmés ceux-là, mais qu'on va vous raconter. On a l'exemple de Josiane. Josiane qui est aide-soignante depuis plus de 20 ans en EHPAD et qui est en arrêt de travail depuis 9 mois car elle a eu un accident de travail. Et ça, on sait que ça peut arriver dans beaucoup de domaines. Elle ne pourra pas retourner sur son poste de travail et elle est contrainte de réfléchir à une reconversion. Donc elle se dit, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais il faut que je change, pas le choix de toute façon. Elle a pris appui auprès du médecin conseil, puis du médecin du travail, qui effectivement va bien dans ce sens-là, qu'elle ne pourra pas reprendre. Donc avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu faire le point sur sa situation, identifier un nouveau projet professionnel en adéquation, compatible avec ses contraintes de santé. Et cette partie-là, compatible avec les contraintes de santé, c'est pas le CEP qui est allé le vérifier. Il s'est appuyé, bien sûr, sur l'expertise du médecin du travail à l'occasion de la visite de pré-reprise dont Valérie a beaucoup parlé, qui est très importante. Et puis, pour financer sa formation, parce que pour aller vers une reconversion de aide-soignant vers secrétaire médical, là, il faut passer quand même par une étape de formation. Elle a pu mobiliser l'abondement CPF de l'assurance maladie, donc l'abondement dont je parlais un petit peu plus tôt dans la présentation, qui peut aller jusqu'à 7 500 € et que je vais vous détailler par la suite. Elle a été orientée vers le service social de l'assurance maladie ensuite. Et là, Valérie, je vous laisse prendre la suite. Ouais, donc effectivement, pour Josiane, c'est un gros problème de santé, donc un arrêt de travail long. Alors, certes, elle est en arrêt de travail depuis 9 mois, mais on sait que ça va durer. On sait encore que ça va durer. Et donc, pour ce type de profil, par exemple, il faut chercher une formation peut-être d'abord de remise à niveau, par exemple, etc. Et ce projet-là, il ne peut se faire qu'avec l'accompagnement effectif. Enfin, avec l'accompagnement d'une assistante sociale qui va aider Josiane à peut-être un peu à lever les freins, les craintes, les angoisses, mais aussi à l'aider à se repérer où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle a envie d'aller, l'impact sur peut-être sa famille, budgétairement, financièrement, son domicile aussi, parce que le problème de santé de Josiane a aussi un impact sur l'adaptation de son domicile. Enfin, voilà. On va rechercher tout ça. Et bien sûr, pour qu'elle puisse effectivement d'abord refaire une remise à niveau et se lancer dans la formation, si on veut faire ça pendant l'arrêt de travail, ce qui a été possible pour Josiane, au moins pour une partie de son arrêt de travail, eh bien, il a fallu quand même passer par cette fameuse cellule que j'ai évoquée tout à l'heure. En tout cas, que la demande de Josiane passe par la cellule. Merci, oui, c'était ça, tout à fait. Pour que la cellule puisse confirmer à Josiane que c'était possible, que Josiane ait pu avoir l'accord de faire autre chose que de se soigner pendant son arrêt de travail, c'est-à-dire aller se former pendant son arrêt de travail, c'est-à-dire que le médecin conseil a dû donner son accord, que le médecin du travail a confirmé à la fois que ce ne sera pas possible, mais aussi que l'employeur puisse dire mais par contre, une bonne secrétaire médico-sociale, médico-professionnelle qui connaîtrait mon entreprise, peut-être que ça pourrait aussi m'intéresser. Et c'est toute cette dynamique-là qui va se générer. Alors, clairement, la cellule, elle fait quoi? Elle dit
d'accord ou pas d'accord. Et si elle dit d'accord, eh bien, elle va donner une décision. Hein, et cette décision, elle est aussi communiquée à l'employeur. Donc, l'employeur va savoir que son salarié, qui est en arrêt de travail, va faire un stage, va faire une formation pendant cet arrêt de travail. Alors, c'est important quand même, on le redit, c'est important que l'employeur le sache. Alors, c'est possible dans certains cas de ne pas le dire à l'employeur, de ne pas envoyer cette attestation à l'employeur. Mais nous, on conseille vraiment de le faire parce que votre employeur, l'employeur peut vous trouver en train de travailler par ailleurs, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de faire un stage d'essai, hein, voilà, et c'est tout à fait validé par l'assurance maladie. Mais lui, pour lui, hein, vous êtes en arrêt de travail. Et donc, c'est important quand même qu'il soit voilà, informé que non, vous êtes, oui, en arrêt de travail, mais aussi potentiellement en train de faire un essai pour un nouveau poste, etc. Et pas forcément dans son entreprise. Voilà. Donc, une action de formation, un bilan de compétences, une VAE, un stage, un essai encadré, etc. Tout ça, c'est possible pendant l'arrêt, mais il faut que ce soit validé par la cellule locale de la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà. Ça permet de maintenir le versement des indemnités journalières et puis aussi d'avoir une couverture sociale hein, en cas d'accident. Voilà, vous partez en formation, vous allez faire un stage pour un autre métier, vous allez faire un test pour entrer en formation. C'est important aussi d'être couvert. Et voilà, ça c'est possible désormais, même si on est en arrêt de travail. Donc tout ça est bien vérifié en amont. On sait que la personne va avoir l'autorisation de suivre sa formation pendant l'arrêt de travail, mais par contre, ce n'est pas la CPM qui va financer la formation. Donc il va falloir trouver d'autres leviers. Et le levier, en l'occurrence, pour Josiane, qui avait eu un accident de travail et une incapacité permanente minimale de 10%, c'est qu'elle avait la possibilité de venir abonder son compte personnel de formation, donc de demander à l'assurance maladie cet abondement pour compenser finalement la contrainte dans laquelle, la situation dans laquelle elle se trouve d'être obligée de se reconvertir. Et donc, elle avait la possibilité de bénéficier d'un abondement de 7 500 €. Alors, elle l'a mobilisé en une seule fois parce qu'elle a fait sa formation en une fois, mais elle aurait pu tout à fait, pendant les 2 ans à compter de la date de la notification de cette incapacité, demander le versement de cet abondement, de cette enveloppe de 7 500 € en plusieurs fois si elle avait eu plusieurs projets de formation. Là, en l'occurrence, sur secrétaire médical, c'était en une fois, donc elle a demandé à en bénéficier. Elle n'avait pas besoin des 7 500 parce qu'elle avait déjà de l'argent sur son compte personnel de formation, donc du coup, elle a juste demandé le complément pour pouvoir financer le coût pédagogique de la formation. Et puis, comme la cellule PDP avait dit oui, pas de problème, elle a pu suivre sa formation pendant son arrêt et préparer comme ça la suite. Pour bénéficier de cet abondement de manière très opérationnelle, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va remettre en fait une attestation, un document officiel qui sera joint à la demande pour que l'assurance maladie puisse verser ce montant-là dont elle avait besoin. Donc le passage par le conseiller en évolution professionnelle, dans ces cas-là, il est obligatoire et il faut que la formation visée puisse permettre d'accéder à une reconversion professionnelle, évidemment compatible avec la problématique de santé. On a un autre exemple, celui d'Hugo. Hugo, il a 37 ans. Il est agent d'entretien des bâtiments pour un gestionnaire d'immeubles et il est en arrêt maladie lui aussi depuis 9 mois. Il aimerait revenir dans son entreprise, mais sur un autre poste de travail, parce qu'il ne pourra pas revenir sur son poste d'agent d'entretien des bâtiments qui était un peu plus physique. Et donc là, ses contraintes de santé ne lui permettront pas de reprendre son poste. Il aimerait pourtant rester dans cette entreprise-là pour ce gestionnaire d'immeubles parce qu'il s'y sent bien, mais il sait qu'il est obligé de changer de métier. Avec sa conseillère en évolution professionnelle, il a fait le point sur sa situation et puis il a creusé un petit peu qu'est-ce qu'il aimerait faire, qu'est-ce qui lui plaît, quelles sont ses priorités, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il a envie de retrouver dans un futur poste. Donc, ils ont travaillé ensemble comme ça sur la construction d'un nouveau projet. Et puis, il a identifié que dans les métiers qui étaient possibles dans son entreprise, il y avait celui d'agent d'accueil qui allait bientôt être libéré parce que son collègue agent d'accueil allait partir à la retraite bientôt. Donc, il s'est questionné sur la possibilité finalement d'aller vers ce nouveau métier.
Mais voilà, pas très sûr, agent d'entretien des bâtiments au départ, bon, comment faire? Est-ce que vraiment ce métier d'agent d'accueil, ça pourra me plaire? Donc, il a identifié un peu en termes de compétences, de quoi il pourrait avoir besoin, parce que forcément, il y a l'utilisation de l'outil informatique et bureautique, donc il a identifié qu'il aurait besoin de ça. Et puis, pour aller vérifier quand même que le métier lui plaît vraiment, au-delà des compétences qu'il a pu identifier qu'il allait devoir acquérir, la conseillère en évolution professionnelle l'a orienté vers le service social de l'assurance maladie pour mettre en place la suite. Voilà. Et on a rencontré Hugo, et puis Hugo, il avait quand même des capacités, des envies, donc il faut bien se dire, c'est ni le CEP ni le service social qui vont dire à Hugo ce qu'il faut faire, mais aider Hugo à trouver ce qu'il veut faire. Et voilà. Alors, effectivement, à la fois l'énergie et la volonté d'Hugo, à la fois une entreprise qui est contente d'Hugo et qui ne serait pas contre le fait de garder Hugo, mais sur un autre poste. Et c'est là où on a proposé à Hugo un dispositif qui s'appelle essai encadré. Alors, essai encadré, c'est ça qui permet de faire un essai. Alors, c'est encadré, voilà, de faire un essai sur un nouveau poste, sur un nouveau métier, pour à la fois voir si ça va, pour l'employeur aussi, pourra donner un avis, parce qu'après tout, il s'en est plutôt bien sorti, et surtout, et c'est ça presque le plus important, identifier peut-être les compléments qui seraient nécessaires pour tenir complètement ce poste. Donc, un essai encadré, merci beaucoup Alice, un essai encadré, le gros intérêt, c'est que quand même, ça peut aller jusqu'à 14 jours ouvrables. Et puis, on peut même le scinder. On peut faire 4 jours et puis refaire 10 jours ouvrables. Donc, vous voyez, c'est quand même une durée. On peut aller jusque-là. On peut faire moins aussi. Ça permet de se rendre compte concrètement. Tout compte fait, j'avais eu l'impression que ça me plaisait bien, mais une fois que j'y suis restée 2-3 jours, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Ça, c'est très important. On n'a pas toujours l'occasion de tester notre nouveau métier. Ça, c'est possible. Et puis, comme je vous le disais aussi, ça permet de voir ce qui manquerait. Et par exemple, pour Hugo, on s'est rendu compte que il fallait en plus un petit peu de formation. Une petite formation, peut-être 2-3 jours. Et ça, c'est grâce à l'essai encadré. Donc, l'essai encadré, pareil. Les indemnités journalières sont maintenues, c'est-à-dire que la personne qui va faire cet essai encadré, c'est pendant son arrêt de travail et elle continue à être payée par la sécurité sociale. C'est confortable. C'est confortable aussi pour l'entreprise parce que l'entreprise, elle n'aura pas de rémunération à verser. Elle a un salarié qui vient faire un test chez elle, un stagiaire en quelque sorte, mais elle n'a rien à payer. Donc ça, c'est assez quand même intéressant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'accord du médecin du travail qui confirme que le poste là qu'on va tester, qu'on va essayer, il est bien compatible avec l'état de santé quand même, qu'on ne fasse pas de bêtises. Puis bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut l'accord de la cellule de l'assurance maladie, puisque la cellule de l'assurance maladie va dire « Monsieur, vous avez le droit, alors qu'on continue à vous payer au titre de la maladie, vous avez le droit de partir toute une journée, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 14 jours, faire un test dans une entreprise. » Donc, il faut le médecin du travail qui va accueillir, parce que c'est lui qui connaît la nature du poste qui va être essayé, et puis parallèlement, l'accord de l'assurance maladie. Voilà. Et bien avec tout ça, vous voyez bien que Hugo, par exemple, il va pouvoir appréhender la fin de son arrêt de travail de façon plus sereine, avec un vrai projet qui est ficelé et qui a été testé, essayé. Et comme on dit, approuvé, c'est ça? Eh bien, super. Et du coup, comment fait-on pour prendre rendez-vous avec le service social? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Il faut faire le 3646. Il faut composer au téléphone 3646. Voilà. Et à un moment, on va vous demander de prononcer, voilà, quel service voulez-vous joindre? Eh bien, vous dites service social. Et là, vous serez mis en relation directement avec le service social de votre département. Donc, 3646, je donne mon département et je dis service social. Et au bout du fil, vous aurez une conseillère assurance maladie. Et puis ensuite, un rendez-vous avec une assistante sociale
comme pour le CEP, on peut faire des rendez-vous physiques, par téléphone, par Teams, etc. C'est vous qui choisissez. Super. Et pour le CEP, pour le conseil en évolution professionnelle, c'est un numéro unique aussi, 09 72 01 02 03. Un numéro évidemment non surtaxé, comme pour l'assurance maladie. Hein. On est sur des services publics, hein, donc évidemment qu'il n'y a pas de surcoût. Ou via notre site internet monservicecep.fr. Donc on l'a dit, des rendez-vous en physique ou en distanciel, c'est à la volonté du bénéficiaire. Et puis sur le CEP, on a même un système d'horaire élargi sur toutes les grandes villes. Hein. En France, on a possibilité d'être reçu sur des horaires élargis, donc de 8h à 19h30 ou 20h selon les villes, voire même les samedis matins, hein, pour être les plus disponibles possibles en fonction des moments où les gens sont disponibles. Alors, on n'a aucune question dans le chat, donc je pense que ça devait être très très clair, mais on a terminé notre présentation, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, on est à votre écoute avec Valérie. Alors, j'espère que c'est parce qu'on était très clair qu'il n'y a pas de questions, en tout cas. Sinon, si on est allé trop vite sur certains points, il y aura la possibilité du replay, hein, donc pas de panique. Hein, si vous avez loupé des choses, possibilité de voir le webinaire en replay. Il y a une question sur le délai pour lancer un essai encadré, Valérie. Une fois qu'on a trouvé l'employeur qui va vous recevoir, voilà, on peut aller vite, hein, parce que maintenant, les cellules dont je parlais, qui doivent donner cet accord-là, hein, elles essaient de faire ça un peu au fil de l'eau. Hein, on n'attend pas un mois pour étudier les demandes. Hein, donc, si franchement tout est prêt, pendant l'arrêt de travail, allez, je dirais quand même, il faut au moins une semaine. Hein, voilà, mais quand tout est prêt, voilà, quand tout est prêt. C'est rapide, hein? Oui, voilà. Si vraiment on a l'employeur qui est OK, le médecin qui nous reçoit, le médecin du travail de l'entreprise qui nous reçoit, qui a donné son accord, l'assurance maladie va tout faire pour se mobiliser, pour répondre rapidement, parce que s'il y a cette opportunité-là, on sait que c'est important, voilà. Mais j'ai envie de dire, en principe, ça met du temps, par contre, de trouver l'entreprise. Ça peut être notre propre entreprise, hein, où on était déjà, ou une autre entreprise. Ça met quand même du temps de trouver l'entreprise, que l'entreprise soit OK, que voilà, l'entreprise dise d'accord pour le lundi à telle heure, que le médecin du travail de cette entreprise se soit prononcé. Bon, voilà. Donc, mais l'assurance maladie se mobilisera rapidement si tout est ficelé. Hein. Voilà. Mais bien sûr, merci Valérie. Pendant l'arrêt de travail. Alors, l'autre jour, là, il y a peu de temps, on m'a décrit une situation qui pourrait paraître vraiment particulièrement difficile, vous voyez, d'une personne qui suite à l'intervention chirurgicale, enfin peu importe, s'est retrouvée amputée des deux jambes. C'est même quelque chose de particulièrement violent, de particulièrement traumatisant. Et voilà. Eh bien, cette personne, tout de suite, elle a dit « Je veux reprendre mon ancien travail ». Tout de suite. Eh bien, vous voyez bien qu'elle est restée longtemps en soins, en adaptation, en services spécialisés de réadaptation, etc. Mais tout le long de son processus de soins, eh bien, on a parallèlement travaillé la question de son emploi. Est-ce que son bureau était adapté? Est-ce que sa voiture, est-ce qu'elle allait pouvoir reconduire? Et si oui, sous quelles conditions, etc. Ça peut prendre du temps. Mais quand tout ça, son parcours de soins était terminé, l'emploi qu'elle pourra faire l'attendait. Pas de rupture, pas de licenciement, pas de... Voilà, et c'est ça. Et je voudrais que, si c'est possible, qu'on garde ça en tête. Merci Valérie. Il y a une question. Indépendante et indemnisée 87 jours par la CPAM. Je suis toujours en arrêt maladie, mais plus indemnisée. Ai-je le droit malgré tout de contacter le service social de la CPAM? Alors, vous avez toujours le droit de contacter le service social. Allez-y, contactez-le.
On étudiera avec vous ce qui est possible de faire. Là, comme ça, je ne sais pas. Mais oui, contactez le service social. Surtout si vous posez cette question de mon état de santé et mon activité professionnelle. J'ai beaucoup parlé des salariés, mais tout ce que j'ai dit est vrai aussi pour les travailleurs indépendants. Merci. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un essai encadré après avoir effectué un bilan de compétences? Oui. Aucun problème. Tout à fait, ça a beaucoup de sens. Exactement, voire même c'est recommandé. Voilà. Question sur les accidents du travail. Qui décide de la qualification et combien de temps a-t-on pour demander cette qualification pendant et ou après l'arrêt? Alors, la qualification, voilà. Donc, alors, oui, pour dire si c'était un accident du travail ou pas un accident du travail, c'est ça en fait. En principe, c'est lors de la déclaration, juste après l'arrêt ou pendant l'arrêt. Et alors, parce qu'il faut que l'employeur dise s'il reconnaît que c'est un accident du travail ou pas. Donc, c'est au moment où on a le problème de santé qui émerge, hein. C'est à ce moment-là qu'il faut faire. Alors, c'est le médecin, hein, c'est le médecin qui remplit, voilà, dématérialisé, un certificat voilà, qui déclare que, par exemple, l'arrêt de travail est bien en lien avec le problème de santé. Mais autrement, s'il n'y a pas d'arrêt de travail, hein, là, voilà, je me suis fait légèrement mal à la cheville, mais voilà, je reviens de travailler demain, etc. Là, c'est une déclaration arrêt de travail et c'est fait tout de suite après enfin, dans les peu de temps qui suivent l'accident, puisque on parle bien d'accident. Hein. Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'ancienneté pour pouvoir bénéficier du service social? Ancienneté dans l'entreprise, pas du tout, pas de minimum. Pas de minimum, mais il faut voilà, être en emploi parce que tout l'enjeu, c'est de conserver en tout cas un lien avec son entreprise. Mais non, bien sûr que non. Malheureusement, on voit voilà, des accidents, par exemple, dans les premiers jours d'embauche. Hein, ça arrive, bien évidemment. Non, aucune ancienneté. Pour le CEP non plus, Alice. Ah non, aucune ancienneté pour le CEP. On accepte Pareil. Tout le monde à partir du moment où la nature du contrat est bien privée ou qu'on est indépendant. Voilà. Alors, il y avait une précision par rapport à la question qui était posée précédemment. Donc, peut-être pas accident du travail, mais maladie liée au contexte professionnel. Ah, alors voilà, vous me parlez peut-être de maladie professionnelle. Oui, je pense. Alors, la maladie professionnelle, en fait, le lien, alors il y a plusieurs choses. On parle d'exposition dans le cadre de la maladie professionnelle, c'est-à-dire est-ce que j'ai été exposée, même il y a peut-être 10 ans, hein, à tel ou tel risque. Alors là, je crois même qu'il n'y a pas de délai. Je crois qu'il n'y a pas de délai. Voilà. Par contre, les maladies professionnelles sont listées. Il y a une liste, il y a un tableau, on appelle, des maladies professionnelles. Elles sont listées et on peut, voilà, et comment dire, c'est bien la sécurité sociale qui va estimer si la maladie professionnelle dont vous vous réclamez est bien liée au fait que vous ayez été confronté au problème, au fait générateur suffisamment longtemps, etc. Donc, on peut remonter dans le temps. On peut imaginer, bon, la plus connue, c'est l'amiante, bien sûr, mais on peut dire j'ai travaillé 5 ans voilà, quand j'étais jeune avec de l'amiante, et puis après j'ai recommencé 3 mois dans telles conditions, et puis 2 ans après j'étais encore, vous voyez, et c'est ce cumul-là qui va faire. Donc on peut remonter, voilà. Alors on a 2 autres questions. La première, c'est concernant les fonctionnaires. Est-ce que ce système existe? Alors, moi, je peux répondre pour la partie CEP pour les fonctionnaires. C'est que pour les fonctionnaires, on va renvoyer vers les administrations. Donc, pour la fonction publique d'État, il va y avoir une plateforme RH. Donc, il y en a une par région. Pour la fonction publique territoriale, on va renvoyer plutôt vers les centres de gestion qui gèrent les carrières. Et puis, pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, c'est pareil, on renvoie vers l'administration. Et c'est vrai que nous, pour le réseau EVA, on ne recevra pas du coup de fonctionnaires. Est-ce que vous avez affaire aux fonctionnaires Non, s'ils sont titulaires, les fonctionnaires, non. Alors, dans la fonction publique territoriale, s'ils travaillent moins de, je
crois que c'est 20 heures, mais je ne voudrais pas. Voilà, et leur statut est encore privé. Hein, en dessous mais généralement la personne le sait, et non, on va renvoyer vers le centre de gestion, hein, bien souvent, voilà. Mais j'ai souvent des réunions avec les centres de gestion, etc. On est coordonnés et eux aussi sont dans la même démarche, hein, d'essayer de faire que l'arrêt de travail ou le problème de santé ne soit pas un frein au maintien de l'activité professionnelle. Donc ils sont dans la même démarche, mais avec leurs propres outils. Merci Valérie. Pour les fonctionnaires, du coup, Marlène vous a rajouté dans le chat le lien pour pouvoir récupérer la liste, hein, des plateformes RH. On a donc une autre question au sujet de la visite de pré-reprise. Hein. Nous avons eu le cas d'un médecin du travail qui ne voulait pas recevoir un agent car il était en arrêt de travail. Cette visite de pré-reprise est donc une nouveauté. Point d'interrogation. Alors, ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est d'entendre agent. Est-ce que c'était un fonctionnaire ou pas? Alors là, je ne sais pas. Alors, le médecin, donc il faut être en arrêt. Alors désormais, il fallait être en arrêt au moins depuis, je crois que c'était 2 mois. Voilà. Là, la loi qui est passée cet été, au mois d'août, prévoit que c'est au bout de 30 jours d'arrêt de travail. Donc, au bout de 30 jours d'arrêt de travail, on peut aller voir son employé, son service de santé au travail. Le service de santé au travail, le médecin du travail peut-être aussi dire dans certaines situations, ok, mais au regard de votre état de santé, parce que, alors je ne sais pas, hein, je repense à cette personne qui malheureusement s'est retrouvée amputée des 2 jambes. C'est vrai qu'à un moment, on lui a dit, ce qui va compter, c'est que vous soyez appareillé pour qu'on puisse très concrètement voir votre capacité de mobilité, etc. Vous voyez, il y a parfois, hein, on attend une intervention chirurgicale, c'est important d'avoir cet élément-là pour mesurer, est-ce que je vais pouvoir à nouveau me pencher, si oui, comment, etc. Comment est-ce que je vais être appareillée, voilà. Donc, il y a ces éléments-là où, effectivement, le médecin de travail peut dire, ça vaut le coup d'attendre un peu l'intervention chirurgicale, la fin de la kiné, par exemple, pour qu'on puisse vraiment mesurer votre amplitude, voilà. Donc, il peut y avoir un peu un délai comme ça. Mais aujourd'hui, à partir de 30 jours d'arrêt, c'est possible, même si le médecin du travail peut dire, je pense que, alors, ce qu'ils peuvent dire aussi, c'est, on se voit maintenant, mais ce sera nécessaire de se revoir lorsque vous serez appareillé, ou alors lorsque, imaginons, l'entreprise est en train de déménager ou de refaire tel service entièrement. Voilà. On peut dire, bon, ok, aujourd'hui, votre bureau, il est situé au 2e étage sans ascenseur. Dans 1 mois, on est en train de déménager, il y aura un ascenseur. Revoyons-nous à ce moment-là parce que la donne aura changé. Hein, on voit bien que les choses peuvent changer. Voilà. Donc oui, ça peut être... la visite de pré-reprise, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une visite, ça peut être aussi un dispositif qui va prendre du temps. Voilà. Alors, on a un petit peu débordé, du coup, il va falloir qu'on termine vite. On va essayer de répondre très vite aux 2 dernières questions. Donc, pour une demande de formation, est-ce que les délais de réponse de la cellule locale sont longs? Non, ce n'est pas long et on se mobilise pour que c'est la formation. Voilà. Alors, du jour au lendemain, c'est pas possible. Là, je préfère quand même. Voilà. Et puis, il faut surtout avoir rencontré l'assistante sociale. Il faut avoir pris le temps de discuter avec l'assistante sociale. Dernière question. Donc, je suis en arrêt de travail pour burn-out depuis 1 mois et demi. Je ne me vois pas du tout retourner dans l'entreprise. Je voudrais faire une reconversion. J'aimerais savoir quelle chronologie dans les démarches à effectuer. Rencontrer une assistante sociale. En fait, je pense que les 2 rendez-vous peuvent être pris en même temps, enfin, au même moment. Il n'y a pas l'un avant l'autre. Les 2, de toute façon, seront complémentaires, en fait. Hein. Donc, pas de souci. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec votre CEP et puis en parallèle, prendre rendez-vous avec le service social ou dans l'autre sens. Ça ne sera pas un souci. Il n'y a pas de chronologie réellement. Exact. On va s'arrêter là pour pas déborder plus. Je pense au replay aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, votre participation. Pour ces dernières questions, je pense qu'ils seront utiles pour les personnes qui reverront au replay. Et donc, la suite des lundis du CEP sont à trouver sur monservicecep.fr. Un immense merci Valérie pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Et puis à bientôt pour un lundi du CEP.
Au revoir. Au revoir à tous. Merci.